Nous sommes le lundi 4 février. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans BBC Info. Au Venezuela, l'étau se resserre autour de Nicolás Maduro qui s'accroche à son fauteuil. Plusieurs pays européens reconnaissent désormais son opposant Juan Guaidó. Moscou, de son côté, dénonce une ingérence européenne. Bientôt la présidentielle au Nigeria. Dans ce journal, reportage au cœur du phénomène des puissants parrains. Ils sont riches et ont de solides réseaux. Ils font et défendent des carrières politiques. En fin de journal, nous irons à la rencontre de Taoufik Abijako. À 19 ans, le Nigérien est devenu le plus jeune créateur à présenter une collection à la New York Fashion Week. Plusieurs pays européens ont reconnu aujourd'hui Juan Guaidó comme président intérimaire du Venezuela. Après l'expiration d'un ultimatum lancé à Nicolás Maduro, ce dernier a refusé de convoquer une nouvelle élection présidentielle. La France, l'Espagne, l'Allemagne se sont joints à la liste des pays soutenant Juan Guaidó. La Russie accuse l'Europe d'ingérence. Pierre-Antoine Denis. Les mains en l'air, en quête de changement. Ils font pression pour une révolution d'un autre genre. Les manifestations dans les rues de Caracas n'ont pas faibli, alors que la pression diplomatique sur le leader socialiste vénézuélien Nicolás Maduro s'intensifie. L'échéance de dimanche pour annoncer de nouvelles élections est désormais passée, ce qui a incité de nombreux dirigeants européens à soutenir cet homme, Juan Guaidó, actuel chef de l'opposition. Le président français s'est exprimé tôt ce matin dans un tweet déclarant que le peuple vénézuélien avait le droit de s'exprimer librement et démocratiquement, la France considérant désormais Guaidó comme chef d'État par intérim. Pour le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, le temps presse. 8 jours se sont écoulés depuis que l'Espagne, avec d'autres partenaires européens, a exhorté le régime de Maduro d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Ce jour est arrivé et aucune mesure n'a été prise dans ce sens par le régime de Maduro. Mais les soutiens pour le président Maduro sont nombreux et indéfectibles, comme celui des plus pauvres qui continuent de l'encourager malgré l'hyperinflation et les pénuries chroniques de nourriture et de médicaments. Faisant écho aux rivalités de la guerre froide, M. Maduro, toujours largement soutenu par l'armée, continue de dépendre de Moscou. La Russie qualifie les pressions occidentales en faveur de nouvelles élections impérialistes et illégales. Les États-Unis ont clairement fait savoir qu'ils souhaitaient un changement de régime à tout prix. Hier, M. Trump a dit qu'il n'avait pas exclu une intervention militaire. Cela compromet en tout point les fondements du droit international. La pression monte donc afin d'éviter une escalade militaire. Et les enjeux sont énormes, car le temps presse avant une potentielle catastrophe humanitaire gigantesque. Nicolás Maduro, de plus en plus isolé comme sur ses positions, il met en garde contre l'éventualité d'une guerre civile. Aujourd'hui, personne ne peut répondre à cette question avec certitude. Tout dépend du niveau de folie et d'agressivité de l'Empire du Nord et de ses alliés occidentaux. Cela ne dépend pas de nous. Nous vivons simplement dans notre pays et nous demandons que personne n'intervienne dans nos affaires intérieures. Nous nous préparons à défendre notre pays, à défendre notre pays. Coup d'envoi de la campagne au Sénégal. Pendant 3 semaines, les 5 candidats à l'élection présidentielle vont sillonner le pays. Le président Macky Sall vise une réélection dès le premier tour. Il a débuté sa campagne hier par une visite à Touba, la ville sainte du mouridisme. Un autre candidat, Madické Niang, a également choisi Touba pour lancer sa campagne. Les 3 autres candidats ont tenu des meetings à Dakar. Il s'agit d'Idrissa Seck, Issa Sall et d'Ousmane Sonko, le plus jeune des 5 candidats. La campagne bat son plein également au Nigeria, à 12 jours des élections. Les Nigérians sont appelés à choisir leur président et leurs députés. Les candidats font le tour du pays, mais derrière eux se cachent souvent des hommes riches et puissants, surnommés parrains. Ce sont eux qui choisissent et financent les candidats. La BBC a enquêté sur ce phénomène, la puissance des parrains, un récit de Lamine Noureddine Konkobo. Une campagne politique à la nigériane
Et au cœur de cette mobilisation, les vrais faiseurs de roi de l'arène politique dans le pays. Les parrains, c'est ainsi qu'on les appelle. Ils sont les détenteurs du pouvoir d'argent, une influence qu'ils utilisent pour faire triompher leurs candidats. Notre reporter est ici à un rassemblement à Akwa Ibom. C'est juste un rassemblement pour le siège d'un gouvernorat. Mais ça illustre bien la capacité de mobilisation des parrains. Dans le plus grand état pétrolifère du Nigeria, le sénateur Godswill Akpabio est l'un de ces hommes influents. Il est perçu comme celui qui a donné le pouvoir à l'actuel gouverneur de l'État. Celui qui est digne de confiance, l'électorat le sait. C'était le cas avec l'actuel gouverneur de mon État. Il était inconnu du grand public. Le gouverneur aurait-il été élu grâce à l'influence du sénateur Godswill? Oui, parce que je l'avais rencontré à l'église. Une rencontre donc à l'église qui a débouché sur un couronnement politique. Mais Godswill est accusé de s'être servi des ressources de l'État, y compris les forces de sécurité, pour garantir l'élection de son protégé, des accusations qu'il rejette, mais c'est ce que pense l'universitaire Dele Achiro. Le pouvoir et l'influence des parrains viennent du fait qu'ils avaient servi l'État de par le passé et ont de ce fait amassé d'énormes richesses à travers des contrats publics, en fait, par la corruption. Même s'ils rejettent l'appellation de parrain, ils peuvent traîner du monde aux urnes. Dans l'état du Kano au nord du Nigeria, un homme est désormais incontournable en raison du soutien de ses partisans fanatiques. Notre reporter explique que ce mouvement est appelé Kwankwasia. On en reconnaît les adeptes par la couleur de leur chapeau. Quand ils se rassemblent, l'image est celle d'une marée de têtes rouges. Ils sont ici pour renouveler leur allégeance à l'homme dont le mouvement porte le nom. L'homme, une bête politique influente qui n'est pourtant candidat à aucun poste. Comme de nombreux parrains, Rabiu Kwankwaso est au-dessus des partis. Il y a quelques mois seulement, il était encore fidèle au parti au pouvoir avant de se rallier à l'opposition avec tous ses partisans. Il explique. J'ai le plaisir de dire que nous représentons le plus grand bloc de partisans à Kano. Cela nous donne toujours l'avantage de faire basculer les élections dans cet État. Le temps de l'alternance est venu, c'est l'un des slogans qui sont clamés ici. Mais peut-il y avoir une réelle alternance avec cette mainmise des parrains sur la politique au Nigeria? Eh bien, le résultat des urnes pourrait nous en dire davantage les prochains jours. Politique toujours, on attend encore l'arrivée de Laurent Gbagbo à Bruxelles après sa libération sous condition vendredi par la Cour pénale internationale. L'ex-président ivoirien a passé le week-end dans un hôtel à La Haye. La Belgique a accepté de l'accueillir. C'est une demande de la Cour d'accueillir M. Gbagbo simplement parce qu'il a de la famille en Belgique, sa deuxième épouse, un enfant à Bruxelles. Et donc nous avons estimé qu'il était normal qu'il puisse séjourner pour sa libération conditionnelle. Il a été acquitté en première instance en Belgique dans des conditions strictes. Il devra évidemment se présenter à tout moment à la Cour pénale et il y aura une surveillance qui va être discutée avec la Cour. Le co-accusé de Laurent Gbagbo, Charles Bligoudé, lui, également libéré sous condition par la CPI, attend toujours de trouver un pays d'accueil. Et tout de suite, on passe au reste de l'actualité en bref et en images. Attentat à la voiture piégée en Somalie, le véhicule a explosé ce matin près des marchés de Mogadiscio faisant au moins 9 morts. Aucune revendication pour l'instant, mais les islamistes Chebab ont l'habitude de mener de telles opérations dans la capitale. Les Chebab ont par ailleurs revendiqué l'assassinat aujourd'hui du directeur du port de Bosaso dans le nord-est, port géré par le groupe émirati DP World. L'aviation française en action au Tchad, une patrouille de Mirage a frappé à 2 reprises une colonne de 40 pick-up armés venus de Libye. Les frappes françaises à la demande des autorités tchadiennes ont eu lieu entre le Tibesti et l'Enedi. Les rebelles de l'Union des forces de la résistance ont indiqué à l'AFP qu'ils étaient la cible de ces frappes. Et un corps a été repéré dans l'épave de l'avion transportant le footballeur argentin Emiliano Sala. L'avion s'est abîmé dans la Manche il y a 2 semaines. L'épave de l'appareil a été détectée hier par un navire équipé de sonar. Je ne peux pas y croire, c'est un mauvais rêve, a déclaré le père du footballeur. Visite historique du pape François aux Émirats arabes unis. Il devient le premier souverain pontife à fouler le sol de la péninsule arabique. Le pape a participé aujourd'hui à une rencontre interreligieuse pour montrer sa fraternité avec les musulmans. Il va célébrer demain une messe géante, ce qui sera totalement inédit dans la région.
Un mot de culture à présent. Aux États-Unis, le rappeur 21 Savage a été arrêté par les services de l'immigration et lui reproche de ne plus avoir de visa et d'être en réalité britannique. Il serait arrivé aux États-Unis adolescent en 2005 avec un visa d'1 an jamais renouvelé. 21 Savage a connu un succès fulgurant ces dernières années en revendiquant une image d'enfant d'Atlanta. Pas de problème de visa en revanche pour ce styliste. À seulement 19 ans, Taoufik Abijako est devenu le plus jeune créateur à présenter une collection à la New York Fashion Week. Né au Nigeria, Taoufik mélange les cultures américaines et africaines. Sa dernière collection, Streetwear, s'inspire de l'afrofuturisme des années 70. La BBC l'a rencontré. Je ne suis qu'un enfant nigérian ordinaire qui a déménagé aux États-Unis à l'âge de 12 ans et depuis j'essaie de redécouvrir mes origines, de puiser dans mon éducation et de mieux connaître ma culture. Tout a commencé, je dirais, comme une histoire de haine. Ouais, parce que j'avais une idée préconçue de la mode, mais depuis le lycée, je n'ai pas fait du tout marche arrière. La Fashion Week, c'était comment? Dis-nous tout. C'était comme le show d'un enfant, comme si tout était dirigé par des enfants. L'affluence était folle. Nous avions beaucoup de gens qui sont venus et tout le monde nous a soutenus. C'était comme « Hey, cet enfant a une histoire à raconter !» Et tous ensemble, ils étaient là pour faire avancer l'histoire. Quel est le moment le plus mémorable de ta carrière? Le moment le plus mémorable, ce n'est pas forcément le meilleur, mais c'est ce qui me permet de continuer. C'est sûrement ma sérigraphie sur un t-shirt, comme mon tout premier t-shirt sorti tout droit de ma chambre. Dans le futur, qui aimerais-tu voir le plus porter l'une de tes créations? Quelqu'un qui pourrait te chambouler juste en portant tes vêtements. Alors Fela Kuti, parce que la marque a été inspirée par Fela. Dernière question pour terminer, quels seraient tes conseils pour un jeune créateur de mode qui débute? La même chose que tes parents et tes professeurs peuvent te dire. Hein. Fais tes devoirs. Dans notre page sportive, en Première Ligue ce week-end, la grosse affiche a tourné à l'avantage de Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola cherchent à combler leur retard sur Liverpool. Ils ont facilement battu Arsenal hier après-midi 3-1 à l'Etihad Stadium, grâce notamment à un triplé de Kun Aguero. Cette belle victoire permet aux Sky Blues de mettre la pression sur Liverpool, qui affronte ce soir West Ham au Stade Olympique de Londres. Manchester United, de son côté, continue sa remontée fantastique au classement avec une nouvelle victoire face à Leicester 1-0. Et les Red Devils ont eu une autre bonne nouvelle hier soir, puisque le PSG, leur futur adversaire en Ligue des Champions, a perdu pour la première fois de la saison en Ligue 1. Cette défaite 2-1 face à Lyon hier soir place les Parisiens dans le doute à 15 jours du gros affrontement face au coéquipier de Paul Pogba. Football toujours avec un nouveau club pour Stéphane Biya. L'international camerounais qui a résilié son contrat avec Toulouse s'est envolé pour la Chine et le Wuhan Zol, club qui vient de monter en D1. Biya avait déjà évolué en Chine entre 2016 et 2018. Et pour terminer en sourire, cette histoire insolite. La police du New Jersey a arrêté un homme accusé d'avoir simulé une chute sur son lieu de travail pour toucher une indemnisation de la part de son assurance. Regardez bien, Alexander Godetsky, 57 ans, a tenté d'arnaquer son assurance en simulant une chute. Après cela, il a été pris en charge par l'ambulance et a reçu des traitements à l'hôpital. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com.
Merci d'avoir suivi ce journal, notamment au Cameroun sur Canal 2. Toute l'équipe de BBC Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée.